meeting is being recorded. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle session et dernière session de People for Impact Days. Comment adapter sa prise de parole en visioconférence? Et donc aujourd'hui, ce sera animé avec Guillaume et Patricia avec une partenaire fidèle d'AC Mentoring. Patricia, est-ce que tu peux passer à la deuxième slide? Donc bienvenue, donc merci pour ceux qui ont participé à peut-être l'une des sessions des People for Impact Days qu'on organise donc avec People for Impact. Moi je suis en charge de la communication chez People for Impact et j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume et Patricia pour aujourd'hui. Guillaume, Patricia, je vous laisse vous présenter. Merci Héloïse. Patricia, est-ce que tu veux commencer par te présenter ? Eh ben, avec plaisir. Merci à tous les deux. Alors, donc je suis Patricia, je suis coach en entreprise. Je suis notamment spécialisée en tout ce qui est neurosciences appliquées. J'interviens également pour faciliter des réunions, aider à la cohésion d'équipe et j'interviens avec le collectif AC Mentoring sur différentes thématiques, la gestion de carrière, le leadership, le management et la gouvernance. Et j'ai la chance notamment d'intervenir avec Guillaume. Et Guillaume, je te passe la parole. Merci Patricia et merci Héloïse du coup de nous donner cette belle opportunité d'animer avec toi ces quelques jours. Alors j'ai déjà rencontré certains d'entre vous mardi dernier puisque j'avais animé la première des 3 sessions de ces People for Impact Days. La première était une session qui était animée avec Mario Delagage de notre collectif pour une communication orale et percutante. Et puis hier, certains d'entre vous ont eu le plaisir d'écouter Jean-Pascal Poissonnet et Victoria Germain pour comment argumenter et construire un message efficace. Et aujourd'hui, du coup, nous allons passer au 3e volet. Ce 3e volet, eh bien, il a porté sur l'adaptation de la prise de parole à la visioconférence. Comme je m'étais déjà présenté mardi, je vais aller très vite. Moi, je suis du coup membre du collectif AC Mentoring depuis cette année et je suis également avocat au barreau de Paris. Et j'interviens au sein du collectif avec Patricia, avec Cyril que vous connaissez certainement et d'autres, pour ma part beaucoup sur les thématiques de gouvernance. Voilà. Alors, je vous propose, sauf à ce que Héloïse, tu aies une objection, que nous rentrions tout de suite dans le sujet. Non, pas de problème. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et elles seront prises à la fin de la session. Bon événement à tous. Voilà. Merci Héloïse. Alors, nous vous l'avions annoncé, tout le monde le sait, cette fameuse et terrible pandémie du Covid-19, elle a complètement bouleversé le quotidien des modes de communication, puisque désormais, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi c'est très clair dans mon activité, les communications par écran interposé deviennent la norme, et donc il devient de plus en plus important d'apprendre à bien adapter notre prise de parole avec ce vecteur de communication. Donc, cette situation, elle nécessite d'adapter les modes d'expression, elle nécessite de simplifier notre discours, d'intégrer des éléments spécifiques pour réussir cette communication. Au cours de ce petit webinaire d'aujourd'hui, nous allons passer en revue, avec Patricia, un certain nombre de critères qui nous paraissent essentiels pour réussir vos visioconférences. Et puis, un peu en guise de conclusion, j'énumérerai de manière un petit peu schématique ce qui nous apparaît être les étapes nécessaires pour bien préparer cette visioconférence. Est-ce que, Patricia, tu peux passer à la slide suivante ? Pour commencer ce petit webinaire, eh bien, nous allons vous inviter, toutes et tous, à glisser dans le chat ou, si vous le préférez, à lever la main pour nous indiquer ce qui vous semble être les éléments de nature à dégrader une communication en visio. Nous vous laissons, si vous le souhaitez, quelques secondes, ou peut-être pas quelques minutes, ensuite on va perdre tout le temps du webinaire. Est-ce que quelqu'un veut nous partager ce qui lui semble être de nature à dégrader une communication en visio? Quel serait le meilleur comportement pour avoir une visioconférence qui soit complètement ratée? Alors, nous avons déjà quelques réponses. Une mauvaise connexion, pas de caméra, pas d'interaction, caméra coupée.
un environnement bruyant. C'est très juste. Eh bien, nous sommes tout à fait d'accord avec cet ensemble d'éléments, puisque vous allez les retrouver dans quelques minutes dans le cadre de notre présentation. Et alors, donc caméra coupée, pas d'interaction, une mauvaise connexion, un environnement bruyant. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Alors, je ne sais pas si quelqu'un... Alors, des supports peu adaptés. Ouais. C'est très juste également. Et Louis, si tu vois des mains qui se lèvent, n'hésite pas à nous le dire. Alors, pas pour l'instant. Les yeux partout. D'accord. Très bien. Eh bien, je vous propose, après ce petit tour de table, et merci de votre participation, je vous propose de maintenant vous dérouler les critères qui nous semblent effectivement les plus pertinents. Eh bien, vous allez tout de suite retrouver ce qui était évoqué au sujet de la caméra. Pourquoi? Parce que le premier critère qui nous apparaît important, c'est celui qui a trait à la qualité d'image et du son. Alors, pour le développer, Patricia, je te confie la parole quelques instants. Merci Guillaume. Effectivement, avoir une bonne qualité d'image et de son, c'est important puisque c'est ce qui nous relie et c'est la seule chose qui va nous relier à l'interlocuteur. On n'a pas la chance de pouvoir le sentir, le toucher, échanger notre énergie avec lui comme on pourrait le faire en face à face. Donc l'image, c'est important, c'est-à-dire avoir un bon angle, éviter les plongées, les contre-plongées, les caméras qui sont au niveau des yeux, parce que c'est pas toujours très flatteur. Avoir une bonne lumière, éviter le contre-jour, éviter les environnements qui sont trop sombres ou alors complètement surexposés. Et également bien choisir son espace. Voilà, parce que attention à l'intrusion dans l'intimité. On a déjà vu des personnes qui n'avaient pas fait attention, mais derrière eux, il y avait les tendoirs à linge avec les petites culottes qui étaient en train de sécher. À partir du moment où on a pris en considération que les personnes voient nos petites culottes sécher et qu'on est OK avec ça, ça va. Ce qui est un peu embêtant, c'est de s'en rendre compte après coup, après que la conférence ait été donnée. Voilà, ça peut mettre un peu mal à l'aise. Et privilégier la neutralité, recours à des fonds fournis. C'est bien d'avoir un fond derrière soi. Je sais pas pourquoi on avait mis ça exactement, mais voilà, c'est mieux d'avoir un fond qui soit sobre. Au niveau du son, c'est bien d'avoir un casque, notamment quand on parle avec une personne et quand on est dans un environnement public, parce que la personne en face de nous, le fait qu'elle sache que les personnes qui nous entourent ne l'entendent pas parler, ça la rassure. Et ça, c'est vraiment un conseil important. Et choisir un endroit calme, parce que il y a peu de temps, j'ai fait un échange dans un endroit ou dans un bar, et en fait, d'un seul coup, ils se sont mis à mettre la musique. Et l'interlocuteur entendait la musique, en l'occurrence, c'était de la salsa. Et c'est pas toujours très adapté. Donc, c'est bien de l'anticiper et de veiller à avoir un environnement sonore qui soit paisible et propre à la relation qu'on souhaite avoir avec l'interlocuteur. Voilà pour cette partie-là. Donc, attention à l'environnement bruyant. Merci, Patricia. Alors, vous le voyez, vous avez retrouvé déjà un certain nombre d'éléments. La thématique de la caméra, la thématique de l'environnement bruyant, caméra coupée, donc c'était la même chose. La question de la connexion, évidemment, ça va de pair avec l'image, parce que souvent quand on coupe la caméra, c'est parce qu'on a des problèmes de flux, problèmes de connexion. Donc évidemment, il faut toujours essayer de veiller au maximum, mais c'est une évidence, à penser en avance à la connexion qu'on sera susceptible d'avoir. Alors, en évoquant le sujet du casque, effectivement, Patricia a commencé à aborder ce qui nous apparaît être un autre critère assez important, qui est celui de la confidentialité. Donc, le casque est un moyen d'y arriver. Il en existe davantage. Vous avez également des précautions à prendre lorsque vous voulez prendre en photo les personnes qui ont leur caméra allumée, lorsque vous voulez enregistrer une session. Donc, tout à l'heure, il y avait normalement une fenêtre qui s'affichait pour l'autoriser. Il est toujours important
de s'assurer que vous recueillez l'autorisation de toutes les personnes. Ça participe également de ce respect de la confidentialité. Patricia évoquait très justement sur le respect du cadre choisi. Elle mettait en avant le risque qui est celui d'une intrusion dans l'intimité. Ce risque d'intrusion dans l'intimité, ça vaut autant pour les histoires de petites culottes que lorsqu'on procède par exemple à un partage d'écran et que on va avoir des fenêtres intempestives ouvertes qui, elles aussi, posent question au regard de la confidentialité de tout ce qui peut apparaître aux yeux des uns et des autres. Et au-delà de ces fenêtres, qui peut être un peu plus traître, c'est parfois le fait d'avoir des notifications qui vont s'afficher à l'écran. Donc, il faut être vigilant également à cela lorsqu'on est en partage d'écran, à ne pas avoir des notifications de messages ou de mails qui se mettent, qui, elles aussi, peuvent en fait contenir des éléments confidentiels et ça peut, dans certains cas, être extrêmement embarrassant. Alors, nous avons après, Patricia, tu avais mis ce pensée propriétaire du contenu. Est-ce que tu veux en dire également un mot? C'est notamment par rapport aux images, les choses qu'on pourrait partager. Déjà, il faut faire attention aux images qui soient libres de droit, mais par rapport au contenu qu'on partage lors de la visio, ou là, l'image que vous voyez, il ne faudrait pas que quelqu'un fasse une impression écran et puisse se servir de l'image sans le consentement des personnes qui sont à l'écran. De la même manière qu'un slide qui va être partagé, par exemple, c'est entre guillemets, c'est ma propriété intellectuelle, c'est moi qui ai créé le document. Si vous l'appropriez et que vous le repartagez ensuite dans votre cercle sans mon consentement, bah, quelque part, c'est une atteinte à ma propriété intellectuelle. Donc, quand on montre quelque chose, quand on partage quelque chose, bah, c'est important de savoir que même si on le voit, ce n'est pas à soi et on ne peut pas se l'approprier et le partager comme si c'était à soi. Merci Patricia. Alors, le respect de la confidentialité et une certaine notion également de la sécurité, évidemment, tout cela sera fonction de l'importance et de la sensibilité du contenu qui pourra être échangé à l'occasion du coup de cette visioconférence. Mais plus vous devez échanger des données sensibles, des échanges confidentiels, plus il faudra également veiller à ajuster un certain nombre de paramètres et d'avoir des réflexes. Pardon, j'ai fait un mot valise avec les deux mots. Paramètres et réflexes. Quels sont-ils? Alors, vous avez par exemple la possibilité de mettre en place, ce qu'a fait Héloïse là, une salle d'attente. C'est déjà un premier sas qui permet de s'assurer que voilà, on ne laisse pas rentrer n'importe qui dans le cadre de la visioconférence. Vous avez également une possibilité qui est celle de procéder au blocage de la réunion une fois que tous les invités sont présents. Ce qui permet d'éviter comme ça que si on a un lien de la réunion qui circule, que n'importe qui peut rentrer discrètement dedans, ce qui fait référence en fait à un autre critère aussi possible, un autre paramètre auquel on peut penser, qui est celui d'une fonctionnalité qui va faire en sorte qu'on va entendre un son lors de l'entrée ou de la sortie des personnes. Ça peut être un autre moyen d'avertir tout le monde. Et puis, vous avez également, et là ça rejoint encore une fois la question de la caméra, lorsque vous avez des invités sur une thématique assez sensible et que des caméras sont coupées, elles peuvent l'être, elles peuvent bien évidemment rester coupées, on l'a évoqué pour des questions de connexion, mais ce peut être d'avoir la précaution de demander au moins au début de la réunion, avant d'enverrouiller les portes, à chaque personne d'au moins montrer une fois son visage. Voilà, tout ça, ce sont des bonnes pratiques qui permettent d'assurer un niveau satisfaisant de sécurité. Encore une fois, c'est bien évidemment pas nécessaire pour l'ensemble des visioconférences que vous serez amené à faire, mais il est intéressant de savoir que pour certaines, on peut y avoir recours. Alors, Patricia, est-ce que tu veux bien passer sur la slide suivante? Est-ce que tu veux dire un mot des règles du jeu? C'est important en fait de fixer les règles du jeu, ça s'apparente au cadre. C'est les bonnes pratiques qui vont avoir cours pendant. Alors c'est surtout pour tout ce qui est conférences, webinaires, voilà, notamment le fait de dire bah ça serait bien pour prendre la parole que vous leviez la main. Ou alors que vous notifiez votre question, votre remarque dans le chat. Parce que sinon, bah, on peut se retrouver
avec des personnes qui vont prendre la main comme ça pendant l'intervention, voire qui vont prendre la main à plusieurs, et puis ça peut vite devenir pénible. Donc c'est bien de le préciser au départ. Quels sont les moyens qui sont à la disposition pour poser une question ou partager ses remarques, et de préciser également, comme l'a fait Héloïse, à quel moment est-ce que ce sera traité. Et notamment, nous, ce qu'on vous proposait, c'était plutôt, si vous aviez des questions, de pouvoir les traiter à la fin. Donc le chat pour les partages, parler en jeu, parce que quand on fait par exemple des temps forts, des retours, c'est bien, enfin des retours d'équipe, c'est bien que les personnes aient conscience qu'elles doivent s'exprimer par rapport à ce qu'elles pensent, par rapport à ce qu'elles souhaitent faire passer comme message, et non pas généraliser aux autres personnes qui pourraient participer à la réunion. Voilà, ça c'est vraiment c'est quelque chose qui peut être intéressant de préciser. D'avoir une attitude bienveillante, qu'on est tous là pour échanger dans une dynamique positive, constructive, et que les mauvais comportements, les accusations, les remarques négatives sont à éviter, parce que c'est pas l'objectif et c'est pas ce qu'on souhaite créer. Et puis la confidentialité, c'est-à-dire le cercle de sécurité, ce qui se passe dans cette réunion reste dans cette réunion. Si la réunion est enregistrée, il faut que ça ait été prévenu au départ et que tout le monde ait validé le fait que ce soit enregistré. Et donc, ce qui est partagé, comme on disait tout à l'heure, est la propriété des personnes qui le partagent et ne peut pas être utilisé par la personne qui le voit comme si c'était à lui. Merci Patricia. Ce qui est également intéressant lorsque on pense à l'organisation d'une visioconférence, c'est de bien songer aussi à l'avance au format qu'on voudra la voir prendre. Je m'explique. On peut imaginer schématiquement deux manières différentes de faire des visioconférences. Dans un premier cas, on peut se dire, voilà, il s'agit d'une simple conférence. Donc là, contrairement à voilà, l'un des critères qu'on a vu apparaître dans le chat tout à l'heure, on n'aura pas vraiment d'interaction. Là, l'idée dans ces cas-là, on veut juste donner une conférence. Cette conférence, du coup, elle implique de mettre en place un certain nombre de dispositions. Ces dispositions, ça va être de bloquer les micros, de bloquer les caméras éventuellement des personnes. Pour ça, souvent, c'est un format qui s'adresse dans ces cas-là à beaucoup d'auditeurs, beaucoup plus que pour un échange comme aujourd'hui qui sera un peu plus participatif. Et là, eh bien évidemment, il faut, pour ne pas se laisser surprendre, s'assurer de la compatibilité du nombre d'invités avec la version des logiciels qu'on utilise. Donc certaines versions en utilisent jusqu'à 100, d'autres jusqu'à 300, etc. Ne pas se laisser surprendre. Ce peut être également de se dire, voilà, cette conférence qu'on donne en visio, si elle a vocation à avoir le plus de rayonnement possible, pourquoi pas ne pas également permettre d'en faire un live stream sur les réseaux sociaux en même temps. Ce peut-être, même si on a coupé tous les micros et si on a coupé toutes les caméras parce que le nombre d'auditeurs est trop important, de bien donner des consignes sur le chat général pour permettre des questions et un tout petit peu d'interaction sur certaines fenêtres, mais dans ces cas-là, ça implique d'avoir des co-animateurs qui vont être là et qui vont regarder le chat et qui vont eux-mêmes faire le tri, parce que si on se retrouve sans invité avec beaucoup de personnes qui réagissent dans le chat, évidemment, il est difficile de satisfaire tout le monde. Donc ça, ce serait schématiquement le premier type de visioconférence. Le deuxième, et c'est davantage celui que nous on a choisi pour aujourd'hui, eh bien c'est de privilégier un échange participatif. Donc là, on va faire un petit peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire un ordre du jour. On va d'abord expliquer en introduction quelles seront les différentes choses qu'on va faire, c'est-à-dire là, on va avoir des exercices, on a les différents critères qu'on est en train de vous exposer. Tout à l'heure, on va vous parler des différentes étapes. On pose le cadre de la participation, dont vous a parlé Patricia. Alors, lorsqu'on a encore moins de personnes, ce qu'on peut faire, et puis surtout si on est avec des personnes qui se connaissent davantage, on peut s'appuyer également sur des rituels d'inclusion, de déclusion, mais évidemment, plus on est nombreux, plus ça devient difficile de le faire. Et puis, lorsque on a la possibilité de le faire, alors aujourd'hui on ne le fait pas, c'est pour ça qu'on ne l'a pas annoncé, on peut prévoir et annoncer des pauses. Ça peut être intéressant lorsque surtout on part sur des visioconférences très longues, de 2 heures, 3 heures, c'est peut-être intéressant de dire, voilà, au bout de 50 minutes, sachez qu'on fera une pause de 10 minutes, d'un quart d'heure, voilà, etc. De permettre à tout le monde de se projeter dans la durée qui peut être assez fatigante, parce qu'évidemment, le rapport en visio n'est pas celui qu'on a en présentiel et la fatigabilité n'est pas la même. Donc, il est intéressant de le garder en tête. Et puis, et là, vous allez le découvrir très bientôt,
lorsqu'on choisit un format de visioconférence qui est davantage participatif, eh bien, il peut être bien de s'appuyer sur des outils. Et on va faire un exercice pour vous montrer l'un des outils que nous, chez AC Mentoring, nous utilisons beaucoup et qui est une bonne manière de faire travailler l'intelligence collective dans le cadre d'une visioconférence. Mais avant cela, Patricia, je te laisse peut-être passer sur la slide suivante et dire un mot de l'attribution aussi importante des rôles. Oui, merci Guillaume. Effectivement, quand c'est une réunion qui a, je sais pas, 5-6 personnes, voire un peu plus, hein, jusqu'à une quinzaine, vingtaine, ça peut être intéressant de répartir les rôles et de responsabiliser les personnes qui participent, qu'elles ne soient pas juste attentistes, mais également actives. Et pour ça, une bonne manière de les impliquer, c'est de donner des rôles. Alors, il y a la personne qui va animer. Il peut également y avoir ce qu'on appelle le rôle du facilitateur, qui va réguler le partage de la parole, qui va éventuellement relancer la dynamique, qui va stopper une personne qui va avoir tendance à monopoliser la parole. Voilà. Donc, il peut y avoir une personne qui soit en charge de ce rôle de facilitation. On peut également désigner ou demander à une personne qui serait volontaire pour faire le timekeeper, ce qui fait que l'animateur, en fait, n'a pas à se soucier du temps qui passe. Il sait que le timekeeper, pendant la réunion, lui enverra un message. Alors, il se met d'accord, hein, par exemple, toutes les 15 minutes, pour lui dire, bah voilà, là, il te reste 45 minutes, il te reste 30 minutes, il te reste 15 minutes. Donc, ça veut dire que l'animateur, il va être plus détendu. Il sait que cette partie-là, il n'a pas à la gérer. Et également le script. Demander à une personne de bien vouloir prendre en note les informations qui sont partagées et qui serviront ensuite à produire un compte-rendu qui tracera les différents échanges ou les actions qui ont été engagées, les choses qui ont été validées. C'est intéressant d'avoir un écrit en fait, qui permet de tracer les échanges qu'il y a lors d'une visioconférence, lorsque ce n'est pas un webinaire en tout cas. Oui, merci Patricia. Et je voudrais ajouter le fait que tout à l'heure, on parlait d'environnement bruyant, de pollution sonore, de tout ça. C'est intéressant lorsqu'on a une distribution des rôles aussi, d'avoir quelqu'un qui pourra notamment veiller à aller fermer des micros qui seront restés ouverts et qui gênent la conférence. Pour tout cela, c'est extrêmement précieux de pouvoir être plusieurs parce que c'est très difficile de gérer à la fois un support et à la fois une organisation qui peut s'avérer un petit peu technique comme lorsque vous mettez en place des exercices qu'on va faire dès à présent, ou par exemple, eh bien, autre possibilité aujourd'hui de l'interaction. Alors pour ceux qui étaient présents mardi, ils l'ont déjà fait. Je pense pas que ça a été fait hier, mais on a la possibilité de dispatcher les différents invités et participants dans des salles pour libérer davantage la parole. C'est aussi un outil de communication d'interaction qui est très précieux, mais tout ça, ça demande beaucoup d'organisation, donc c'est bien de ne pas être seul, avec une belle distribution des rôles. Et Patricia, voilà, sans transition aucune, je te laisse introduire le petit exercice que nous allons dès à présent vous proposer, avec peut-être un peu plus de temps que ce qu'on avait initialement imaginé, pour vous laisser vraiment le temps de réfléchir. On va faire deux exercices. Celui-là, il va être très, très rapide. Mais l'objectif, c'est simplement de savoir qu'on peut également interagir lors d'une conférence. Quand on est d'accord avec ce qui se dit, on peut très bien, par exemple, sans avoir à prendre la parole, lever les pouces pour dire « Ah oui, oui, moi, je suis d'accord et ce que tu dis, c'est super intéressant ». On peut également dire merci. Voilà, simplement en joignant les mains comme ça, c'est quelque chose qui se fait assez communément et qui se retrouve dans les réunions. Et puis, il y a certaines personnes qui sont dans l'affect, ou quand on est avec des personnes qu'on connaît bien, nous, dans notre collectif, quand on fait des réunions et qu'on adore ce qu'une personne va nous partager, et ben, on va faire comme ça, le petit cœur qui veut dire « Ah oui, oui, moi, je suis avec toi, effectivement, je confirme ce que tu viens de partager, ça me parle également ». Et normalement, dans Zoom, vous avez la possibilité de mettre des justement, là, moi, ce que j'aimerais savoir, et Guillaume aussi, j'imagine, et Héloïse aussi, c'est comment est-ce que vous vous sentez là par rapport à ce contenu qu'on vous déroule? Est-ce que c'est plutôt top? Est-ce que c'est plutôt cœur, on aime? Est-ce que c'est plutôt nul, on n'aime pas? Est-ce que vous avez cette fonctionnalité qui vous est proposée? Ah oui, je vois Sana qui a mis le pouce en l'air, donc super. Est-ce que chacun, vous pourriez nous mettre une petite émoticône?
Ah, super. Alors, je crois qu'il y a, voilà, on peut mettre sur sa photo, au travers d'une réaction, le pouce, Exactement. super. Je vois que Lise l'a mis dans le chat également. En fait, il y a les deux possibilités. Peut-être que c'est peut-être plus visible de le mettre sur l'écran. Merci, Louise. Voilà, Stéphanie, d'accord. Alors, Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer, m'expliquer ce que signifie pour toi cette... Ah, c'était j'ai cliqué par erreur, ok. D'accord. Est-ce que Ça tu veux arrive. remplacer ton émoticône par autre chose? Ah, super. Et alors, Cyril, tu as levé la main, c'est ça? Non? Cyril, alors ça devait être pour faire coucou. Non, c'était pour dire bravo, félicitations. Ok. Parce qu'on peut également demander la parole, mettre la main levée. Vous devez avoir ça en réaction aussi pour pouvoir intervenir. Et pareil, ça s'affiche avec une main levée à côté de la photo. Bon, bah, super. Et ben, merci pour vos partages. Je vois qu'il n'y a pas de pouce vers le bas. Donc, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Donc, tant mieux. Ce qu'on voulait vous proposer après avec c'était ah ben Non, c'est parce que tu as été d'une très grande gentillesse. J'ai mangé 2 slides tout à l'heure en faisant mon tunnel interminable. Donc, effectivement, on peut passer à l'exercice suivant. ok. C'est parce que c'est bien donc de déterminer le format souhaité à l'avance et d'avoir une présentation. Comme celle-ci, par exemple, d'avoir un support visuel qu'on partage à l'écran, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que au-delà des mots, c'est pas forcément au travers des mots qu'on va retenir le mieux l'information. C'est en associant également une image, un support visuel qui va faire que ça va s'imprimer dans la mémoire en complément du verbal, mais généralement l'impact est plus puissant. Et d'organiser la participation, notamment voilà, en créant, proposer, c'est un board klaxon. On va vous proposer un petit exercice pratique. Le QR code qui est ici. Je vais également vous partager dans le chat le lien et vous faire une petite démo du board qu'on vous propose. Copier le lien. Je le mets là, sachant que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer on va vous répartir en sous-groupes dans des salles. Parce que quand on utilise Zoom, quand on utilise Teams, quand on utilise Whereby, donc des logiciels qui permettent comme ça de faire des visioconférences, on a la possibilité de répartir les personnes en sous-groupes de travail pour qu'elles puissent interagir, créer du lien, travailler ensemble, et notamment, pourquoi pas, sur des boards de travail participatifs tels que celui que vous voyez à l'écran. De vous répartir dans les salles et que vous puissiez cliquer sur le lien que je vous ai partagé pour mettre vos idées sur le board, je vais vous faire une petite démo donc de cet outil. Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes familier avec Klaxoon, mais c'est un outil qui est accessible gratuitement au même titre que Miro et qui permet de créer différentes mises en page pour recueillir de l'information, recueillir des idées. Là, ce qu'on va vous demander, donc les règles du jeu, c'est que chacun puisse contribuer, si possible, c'est pas possible, c'est pas grave, mais à hauteur de 1 à 3 post-it par tableau. Donc, pour le tableau rose, pour le tableau bleu. Sachant qu'un post-it est égal à une idée. Pour créer un post-it, saisir son texte et cliquer sur le petit oiseau, là, sur le petit avion en papier en haut. Ça envoie l'idée. Et de là, sur sélectionner et déplacer, vous pouvez positionner votre post-it où vous le souhaitez. Il n'y a pas de couleur imposée. Vous pouvez vous faire plaisir. Bleu, rose, voire. C'est de vous donner 5 minutes, 5 ou un peu plus, hein, en gros 5 minutes,
zéro stress, 100% fun pour que vous puissiez nous partager. Et surtout à Héloïse et à Léa, parce que le board leur sera envoyé après. Quels seraient les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés lors des prochains People for Impact Days? En tenir compte. Merci à tous en tout cas pour votre participation. Et alors, Suivre. cette petite slide qui n'épouse pas l'étendue de tout ce que je vais vous dire maintenant me conduit à basculer sur la deuxième et dernière partie qu'on va traiter assez rapidement parce que évidemment, elle est plus là comme un pense-bête et un rappel un peu général de tout ce qu'on vous a dit. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les étapes qui nous semblent être nécessaires pour réussir la visioconférence. Donc, j'ai dressé une petite liste, et dans cette liste, la première chose, ça rejoint ce qui a été dit dans vos commentaires par lesquels on a ouvert ce webinaire aujourd'hui, c'est d'abord faire le point sur les ressources techniques disponibles. Donc, de quelle fonctionnalité est-ce qu'on dispose? Donc, c'est toute la question du son, de l'image, du type de logiciel en fait, qu'on va utiliser. Donc, les limitations, vous savez, du nombre de participants, du nombre de fonctionnalités qu'on peut utiliser. Donc, en amont, il est très important de faire le point sur tous ces éléments techniques. Ensuite, à partir de ce qui est possible par la technique, eh bien, c'est de déterminer très clairement le type de format. On en a parlé tout à l'heure, c'est soit du coup une conférence avec très peu de participation, soit à l'inverse, quelque chose dans lequel on va introduire un petit peu de participation, ou même quelque chose qui sera vraiment pensé comme étant extrêmement participatif en s'appuyant sur des outils comme celui que vous avez découvert à l'instant. Ensuite, ça va être de veiller à prévenir, si vous envisagez d'enregistrer, prévenir pour recueillir l'accord de chaque personne au début de la visioconférence. Le point suivant, ce va être de déterminer un ordre du jour précis avec un plan que vous pourrez choisir de détailler au début avec voilà, plus ou moins de précision. Mais en tout cas, d'annoncer quelles vont être les grandes lignes de ce qui va se passer pour permettre à vos différents auditeurs de ne pas être perdus dans le déroulé de la visioconférence. Ensuite, ce sera la question du partage d'écran. Donc, en lien avec tout ce que Patricia vous a dit tout à l'heure, de bien veiller à ranger l'ordinateur qui est source, de bien veiller à éteindre chacune des notifications avant de lancer tout cela. Et puis, il va falloir poser un cadre clair. Poser un cadre clair, c'est expliquer à quel moment de la visioconférence vous devrez autoriser les interventions des uns et des autres, et puis sous quelle forme vous allez le faire. Est-ce qu'il faut plutôt utiliser le chat? Est-ce que vous allez avoir quelqu'un qui sera là pour distribuer la parole? Ce sera éventuellement aussi de rappeler les bonnes pratiques du micro, les demandes de prise de parole. Donc les bonnes pratiques de micro, c'est souvent de veiller à faire en sorte que ceux qui ne parlent pas aient leur micro coupé, qu'il y ait éventuellement un co-animateur qui sera là pour être extrêmement vigilant et comment tout ça va pouvoir s'organiser et s'articuler. Ce peut être également, bien évidemment, d'annoncer dès le début à quel moment et quel sera du coup le temps dédié aux questions et aux échanges. Ce peut être aussi le fait d'annoncer à quel moment est-ce que tout le monde pourra souffler, donc combien est-ce qu'il y aura de pauses, à quel moment est-ce qu'elles interviendront. Et puis, et là on revient davantage sur ce qui s'affiche à l'écran, évidemment, qui dit prise de parole, dit le fait qu'il va falloir mobiliser tout ce que AC Mentoring a pu vous exposer dans le cadre de ces 3 derniers jours, c'est-à-dire que vous allez vous appuyer sur les bonnes pratiques pour la prise de parole percutante que Mario Delagache et moi-même vous avons exposé mardi. Ce va être également tout ce que Jean-Pascal et Victoria ont pu vous exposer hier sur la construction et l'efficacité des arguments et du message, parce que tout ça, ce sera le fond de votre visioconférence. Donc, bien évidemment, vous en avez quelques-uns à l'écran, mais pour ceux qui n'ont pas assisté à ces séances, peut-être que si vous le demandez à Héloïse, elle pourra également vous transmettre les slides qui ont été projetés à l'occasion de ces 2 journées-là, et ça pourra vous servir là aussi de petit anti-sèche, de petit pense-bête, parce que, évidemment, le webinaire d'aujourd'hui, il intervient un peu en clôture, en conclusion, mais il implique de s'appuyer sur tout ce qui a pu être vu lors des deux journées précédentes. Et puis, autre spécificité peut-être au distanciel, c'est le dernier point que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez faire pour garder le contact
à la suite de la conférence avec les personnes. Et ça, c'est intéressant parce que surtout si vous travaillez votre réseau, eh bien, c'est bien de se poser la question de savoir ce qu'on en fera après. Est-ce que vous écrivez un rapport? Est-ce que vous faites une présentation? Est-ce que vous diffusez, si oui, à quelle forme et à qui, l'enregistrement que vous aurez fait? Et puis enfin, une autre manière de garder le lien, eh bien, c'est peut-être de proposer la mise en place d'une petite évaluation en ligne. Tout faire pour rester en contact avec les personnes qui vous ont suivi, c'est quelque chose qui sera forcément précieux pour le développement de votre réseau. Patricia, si tu le souhaites, on peut passer à la slide suivante. S'achève ainsi cette troisième journée. Patricia, je te laisse prendre la main pour les questions si vous en avez. Et ben voilà, maintenant c'est place à l'interaction. Donc, qui veut prendre la parole? Si possible, lève la main pour, même si on n'est pas hyper nombreux, mais faire comme si on l'était. Ou comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez prendre la parole aussi spontanément. Ou si vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait de partager comme ça oralement, parce qu'il y a certaines personnes que ça ne met pas très à l'aise, vous pouvez nous partager dans le chat vos questions. Et dans la mesure du possible, on essaiera d'y répondre. Vos questions ou vos remarques, si vous en avez. Je vois que Sana lève la main. Oui, j'ai une question. Quand on enregistre une conférence ou un webinaire, est-ce qu'il faudrait le partager ou seulement le support qu'on partage et l'enregistrement on le garde pour nous? Je pense que si vous voulez partager l'enregistrement, et là, du coup, je ne parle pas du support, hein, je parle vraiment de l'enregistrement. Oui. À mon sens, il est indispensable, si vous voulez le partager à d'autres personnes que celles qui ont assisté en fait, au webinaire, je pense qu'il est indispensable de prévenir à l'avance de ce que vous voulez en faire, pour s'assurer de bien recueillir en fait, l'accord de tout le monde quant à l'utilisation qui en sera faite. Parce que l'enregistrement, ça peut être simplement pour les archives de celui qui organise, ce peut être pour dire à tous les participants, vous pourrez retrouver l'enregistrement et revivre voilà, cette séance à laquelle vous avez participé, ou ça peut être encore quelque chose de plus large. Et je pense qu'il est préférable de le préciser quand on est l'organisateur. La question du support, elle m'apparaît, elle, moins sensible, parce que la question du support, elle est, là pardon, je prends ma casquette de juriste, hein, mais en fait, elle est la propriété intellectuelle de celui qui l'a rédigée. Et donc, finalement, on a moins d'accords à recueillir. C'est plus lui qui décide ou pas de le laisser circuler. Et je pense que ce qui est vraiment sensible, c'est la question de l'enregistrement. Ma question, c'est plutôt pour les participants eux-mêmes. Est-ce que éthiquement, il faudrait leur partager l'enregistrement où ils étaient ou pas la peine, ou bien demander s'ils en ont besoin? Oui, je pense qu'en fait, il faut leur... Enfin, peut-être que je comprends mal votre question, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Il me semble que ce que vous pouvez faire, c'est le leur proposer. Si en tout cas, vous êtes prêt à le partager, c'est pas le leur imposer ou forcément dire, voilà, c'est publié à tel ou tel endroit, mais ce peut-être, voilà, on tient à votre disposition l'enregistrement si vous le souhaitez. Si on veut en faire une publication qui est plus large, dans ces cas-là, je pense qu'il faut avertir de ce point en avance. Merci. Parce que c'est aussi, si vous voulez, à mon sens, au regard de l'utilisation annoncée à l'avance de ce qui sera fait de cet enregistrement, qu'on peut donner ou pas son accord. Certains préféreront peut-être à cet égard, si on sait que l'utilisation sera large, certaines préféreront peut-être couper leur caméra. C'est un exemple parmi d'autres, peut-être parce que, au regard de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ils n'ont pas la possibilité de suivre le webinaire en question dans un cadre qui respecte suffisamment leur intimité. Et donc, sachant qu'en plus de ça, il y aura une utilisation particulière qui pourrait être faite de cette image sur lesquelles ils pourraient apparaître à l'écran tout petit à un moment donné, ils vont préférer couper leur caméra. Pour leur laisser une plus grande liberté par rapport à ça, ça me semble délicat et même nécessaire de bien recueillir un accord au préalable sur une utilisation qui en sera faite. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Tout à fait. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main qui se lève et je n'en vois pas dans le chat.
Merci Sonia. Bon après-midi également. La caméra, on en a parlé, elle n'est pas obligatoire, mais dans les événements qui sont, je sais pas, jusqu'à peut-être 10-15, elle est quand même privilégiée parce que ne pas avoir le visage de la personne et toute l'expression et tout ce qui se transmet de par les mimiques, bah, c'est vraiment perdre une partie du message. Et nous, en tout cas, dans les accompagnements qu'on fait, qui sont en grande partie en visio, hein, parce qu'on intervient sur toute la France, donc bah, on n'a pas toujours la possibilité de se déplacer, puis c'est pas toujours souhaitable. Ça permet quand même de créer un lien qui est vraiment plus appréciable en voyant la personne que si les caméras sont coupées. Où là, c'est froid et à la rigueur, il vaut mieux s'appeler si on est deux ou c'est vraiment moins sympa, quoi. Là, moi, je suis bien contente de vous voir. Heureusement qu'il y a Cyril et Guillaume, hein, parce que c'est majoritairement féminin. Mais c'est chouette de voir voilà, tous ces visages et ces sourires. C'est toujours agréable. Et puis cette question des caméras, ça répond aux toutes premières observations que vous-même vous aviez formulées au début. De quoi est-ce qu'on a besoin pour que effectivement un webinaire, une visioconférence puisse être réussie? Ben, évidemment, c'était toute la question de la caméra. Le visage, c'est important, comme l'a dit Patricia, pour les expressions du visage. Et là, pour ceux qui n'y ont pas assisté, on peut faire le lien avec l'un des aspects que nous avions pu développer avec Mario de Lagache mardi sur l'importance en fait du langage corporel, qui va passer notamment par le visage. Et c'est ce pourquoi, même si on est en distanciel, la caméra est, oui, très importante. Alors, elle est très importante en petit comité parce que c'est surtout là qu'on va avoir de l'interaction. C'est sûr que si on est sur un format conférence pure et dure, comme je l'exposais tout à l'heure, avec un très grand nombre de participants, de toute façon, on va pas, enfin, si c'est pour avoir des centaines de micro-icônes, on ne peut pas se faire une idée de comment réagissent les différents auditeurs. Donc là, la question ne peut pas être traitée de la même manière. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sana, si vous avez... Désolée, je pose Non, une allez-y, dernière question. Est-ce qu'il y a des plateformes qui sont plus intéressantes, par exemple Teams mieux que Zoom ou d'autres plateformes? Est-ce qu'il y a des plateformes privilégiées pour certaines conférences? Et j'ai aussi vu, par exemple, sur Teams, des personnes qui peuvent faire des polls sur le côté des questions. Est-ce que sur Zoom, c'est faisable? Mais c'est peut-être un peu technique tout ça. En fait, ça dépend de la... Enfin, je me permets, hein, Guillaume et Patricia, ça dépend de votre maîtrise de l'outil aussi. C'est vrai que plus vous êtes à l'aise sur un outil, mieux ce sera pour vous et mieux ce sera aussi pour l'auditoire parce qu'on sent que vous maîtrisez en fait votre environnement sur lequel vous êtes en visioconférence. Si vous êtes à l'aise avec Zoom, allez sur Zoom. Zoom, tout le monde y a accès, il n'y a pas besoin d'application, on peut le faire depuis son navigateur et tout, parce qu'après, il y a le côté technique, effectivement, qui rentre en compte avec des applis qui sont plus simples sur les applications, d'autres qui sont plus simples sur les navigateurs. L'avantage avec Zoom, c'est qu'il n'y a pas trop cette problématique-là, et c'est la plus répandue. Enfin, en tout cas, en France, je parle en termes français, hein, je parle pas forcément à l'international, mais en France, c'est celle qui est le plus répandue. Teams, c'est beaucoup, pour ceux qui ont Teams, oui, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, donc ils maîtrisent pas forcément. Après, il y a Google Meet, donc pareil, on en fait aussi une utilisation qui est différente. Il y a Livestorm, donc là, c'est plus en modèle webinar, donc pareil, il faut maîtriser aussi le côté webinar. Mais pour le coup, en termes de design, comment dire, d'ergonomie, Livestorm est très, très intéressant sur ça. Donc après, ça dépend, vous, votre maîtrise de l'outil, l'investissement que vous voulez y mettre aussi, parce qu'il y a des licences selon les outils. Voilà. Moi, c'est ce que en tout cas, ce serait ma réponse sur ce sujet-là. Guillaume et Patricia, je vous laisse compléter. Moi, oui, merci. Oui, effectivement, je rajouterais ce qui est hyper conseillé, important. C'est comme on l'a fait avec Guillaume et Loïs, c'est-à-dire que nous, on s'est pris des temps de préparatoire où on a testé comment est-ce qu'on fait pour envoyer dans les salles, comment est-ce qu'on fait pour communiquer, comment ça marche au niveau du timing. On a testé l'outil pour faire en sorte d'être prêt le jour J et de ne pas avoir cette pression liée à l'inconnu de l'application à gérer. Voilà. Donc, plus vous allez anticiper et tester avec une ou deux personnes comme en conditions réelles, plus vous serez serein le jour J. Et ça, c'est vraiment important. Et si je peux juste compléter, si vous faites
si vous êtes présentateur avec les salles, c'est pas simple. Parce qu'en fait, vous êtes obligé de parler, faire votre présentation et en même temps de gérer des salles. Si vous avez quelqu'un pour vous aider sur ça, parce que les salles, ça prend un peu de temps. Il faut, soit si on le fait manuellement, ça prend encore plus de temps. Et donc, il faut être capable de à la fois s'exprimer et à la fois gérer l'outil. Donc, ça peut s'avérer compliqué. Et ça peut se voir aussi. Voilà. Si j'ai un conseil, si vous gérez les salles, faites-le à deux. Je pense qu'ici, il n'y a pas de nouvelles questions. On va clôturer le webinaire. Une dernière petite chance pour celles qui veulent ou ceux qui veulent s'exprimer. Mais sinon, Guillaume et Patricia, je vous remercie beaucoup pour votre intervention aujourd'hui dans le cadre des People for Impact Days sur la visioconférence. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Juste des remerciements pour ma part. Voilà, merci à tous pour cette belle participation à ce webinaire d'aujourd'hui. J'ai été très heureux de pouvoir le co-animer avec Patricia et Héloïse. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va vous... Sana, je vous en prie. J'ai vu une main levée. Donc, merci à tous. Les supports de présentation vous seront transmis par mail dès que possible. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez les supports des 3 jours. Donc, on vous tient au courant et n'hésitez pas à nous donner vos retours aussi pour qu'on continue ces formats qu'on fait régulièrement au sein de la communauté People for Impact. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Merci. Merci, bonne journée. Oui, bonne journée.